Cahier 5, nous nous sommes arrêtés au début du paragraphe 6 en analysant la problématique de la ressemblance. En vérité, écrit Benjamin, la parenté des langues s'atteste dans une traduction de manière bien plus profonde et déterminée que dans la ressemblance superficielle et indéfinissable de deux œuvres littéraires. Il ajoute plus loin: on peut démontrer ici qu'aucune traduction ne serait possible si elle s'efforçait dans son essence ultime à la ressemblance avec l'original. Bien que Benjamin critique la traduction copie, il faut souligner que, quelques années plus tard, dans Sens unique, il n'en définit pas moins la traduction comme une mimésis. Cette détermination de la traduction comme mimésis a une histoire que nous commençons à mieux connaître du XVIe siècle romantisme. J'y reviendrai un instant, ne serait-ce que pour marquer que la détermination de la traduction comme mimésis ne peut pas être écartée d'un trait de plume, comme le fait Benjamin dans ce texte, et comme il ne le fait pas dans Sens unique. À l'époque de la Renaissance, Pelletier, grand adversaire de Du Bellay, déclare: la plus vraie espèce d'imitation, c'est de traduire, car imiter n'est autre chose que de vouloir faire ce que fait un autre, ainsi que fait le traducteur, qui s'asservit non seulement à l'invention d'autrui, mais aussi à la disposition et encore à l'élocution de l'auteur. Toute écriture, pour le XVIe siècle, est imitation, donc mimésis, et la traduction est la mimésis par excellence. Il est vrai que cette essence mimétique fera que, dès le milieu du XVIe siècle, elle sera rejetée. Le grand process de la copie en art aura commencé, et la traduction sera sa première victime. Il faudra attendre le romantisme pour que la mimésis traduisante soit réhabilitée. Nous ne pouvons pas nous étendre ici sur cette histoire, mais il est clair que la détermination de la traduction comme mimésis, comme production de ressemblance, est très ancienne. La traduction est même le lieu où l'activité mimétique apparaît à l'état pur. Toute traduction voudrait au fond reproduire la chair du texte autant que transmettre son sens. Reproduire cette chair, c'est produire de la ressemblance. C'est bien l'immédiateté de la pulsion mimétique de la traduction qui, à partir du XVIe siècle, a motivé sa condamnation. Cette pulsion mimétique transparaît fort bien dans l'introduction que Charles Fontaine a écrite en 1555 pour sa traduction des Remèdes d'amour d'Ovide. Il y a, dit Fontaine, trois choses que doit observer un qui veut bien traduire. La première, c'est qu'il retienne et rende les termes et dictions de l'auteur, ce que l'on appelle la robe, ce qu'on peut appeler la robe. La seconde, qu'il rende aussi le sens partout entier, ce que l'on peut appeler le corps. La tierce, c'est qu'il rende et exprime aussi naïvement la naturelle grâce, vertu, énergie, la douceur, élégance, dignité, force et vivacité de son auteur qu'il veut traduire, ce que l'on peut appeler l'âme de l'oraison. Condamner la traduction copie, la traduction double, la traduction reflet, la traduction calque, est-ce condamner l'essence mimétique de la traduction? Ou plutôt, cette essence mimétique se confond-elle avec ses diverses déterminations? Telle est la question qui sans doute s'est posée à Benjamin dans Sens unique, à lui qui était fasciné par la problématique de la ressemblance et du mimétisme. La même question se pose à nouveau avec le langage. S'il n'est pas un simple système de signes arbitraires ou conventionnels, et si en même temps on ne saurait le poser comme une mimique primaire des choses, qu'en est-il de sa ressemblance avec celle-ci? À nouveau, nous rencontrons la problématique de l'intimité, de l'Ähnlichkeit, avec ses deux dimensions de distance et de proximité. L'intimité du langage avec les choses n'est pas imitation, mais elle doit reposer sur une mimésis plus cachée. Cette mimésis plus cachée, Benjamin pensait l'avoir repérée avec le concept de ressemblance non sensible. Est-ce ce concept à son tour est primordial pour la traduction. La traduction calque ou copie est la naïve production ou tentative de reproduction d'une ressemblance sensible. Critiquer cette traduction calque, comme l'a fait Mesconic, ne saurait faire oublier que la traduction poursuit une mimésis plus essentielle, dont la traduction de l'Énéide par Klossowski offre de nos jours le meilleur exemple. Ainsi faut-il lier traduction littérale et traduction basée sur la ressemblance non sensible. La tâche du traducteur, elle, est tout entière tournée vers la réfutation de la théorie de la traduction copie. Cette réfutation est fondée d'abord sur une réflexion épistémologique plus générale, empruntée au kantisme, pas plus
plus que la connaissance objective n'est une copie passive du réel. La traduction n'est une copie passive de l'original. Dans le domaine de la connaissance, la théorie de la copie présuppose un réel figé que nous reproduirions passivement. Mais le réel en lui-même n'est pas figé. Et par ailleurs, l'acte de connaître n'est pas une perception passive, mais une objectivation, une construction. Si connaître consistait à copier le réel, il n'y aurait pas de connaissance. Néanmoins, là encore, cela signifie-t-il que la connaissance n'a aucun fondement mimétique, aucun élément de ressemblance. Avant de poursuivre le commentaire, je voudrais citer un autre fragment de sens unique qui, à sa façon, éclaire notre problématique. C'est un fragment intitulé « Objet de Chine ». La force d'un texte est autre, également selon qu'on le lit ou qu'on le copie. Il n'y a que le texte copié pour commander à l'âme de celui qui travaille sur lui, tandis que le simple lecteur ne découvre jamais les nouvelles perspectives de son intériorité, telles que les ouvre le texte, route qui traverse cette forêt primitive en nous-mêmes, qui va toujours s'épaississant. Car le lecteur obéit au mouvement de son moi dans l'esprit libre de la rêverie, tandis que celui qui copie le soumet à une discipline. Aussi, l'art chinois de copier les livres fut-il la garantie incomparable d'une culture littéraire et la copie une clé pour les énigmes de la Chine. Ce texte est frappant car la traduction, elle aussi, est une copie, et doublement. Elle est copie de l'original en ce qu'elle vise communément à produire un texte qui lui ressemble, mais elle est également, en tant que matériellement parlant, elle recopie, certes en une autre langue, l'original ligne à ligne. La copie décrite par Benjamin et l'acte de traduire ont en commun ce ligne à ligne manuel qui les différencie de la lecture. La traduction est donc une copie au premier sens, qui passe elle-même par le moment du recopiage, et elle tient sa force de pénétration du texte d'être une telle copie. C'est parce qu'elle est ce mouvement mimétique de recopier le texte, d'une certaine façon de le replonger dans le mouvement de l'écriture, qui est son origine, qu'elle a pouvoir aussi de produire une ressemblance, qui est une révélation. Et tel serait le sens de la traduction orientée vers la production d'une ressemblance non sensible. Non reproduire passivement le paysage figé d'une œuvre, mais le copier et, dans cet acte de republication, révéler ce que Benjamin appelle sa force, et qui est son état de mouvement originel. La copie passive est un leurre, celui de la ressemblance sensible. La copie active, ce mouvement qui retrouve l'œuvre, ce mouvement originel. C'est bien ce que disent les phrases de Valéry et de Léris que nous avons citées précédemment. La traduction ne peut pas partir de la présupposition que l'œuvre est un être figé dans la gloire, comme une aura immobile. Elle n'est pas copie d'un tableau au sens traditionnel. Signalons que, de ce point de vue, les interrogations de Benjamin sur l'œuvre d'art et sa reproduction, sa reproduisibilité, ont un rapport étroit, même sur un plan autre, avec son interrogation sur l'original et sa traduction, et qu'il faudrait relire à la lumière de la tâche du traducteur et vice-versa les textes ultérieurs de Benjamin sur la reproduction de l'œuvre d'art, le cinéma ou la photographie. Revenons au texte. Car dans sa vie continuée, qui ne mériterait pas ce nom si elle n'était migration et renouveau du vivant, l'original se modifie. Si l'œuvre est continuelle, historicité, alors la traduction ne peut être adéquation à celle-ci, pour reprendre la définition traditionnelle de la vérité, adéquation de l'intellect et de la chose. Sur quoi se fonderait la ressemblance cherchée par le traducteur, si l'œuvre n'est pas ressemblante à elle-même? Si l'œuvre ne cesse de changer comme la traduction, peut-elle lui ressembler? Benjamin donne une série d'exemples de ce qui dans l'œuvre est changement. Il y a un après-mûrissement aussi des mots fixés, ce qui du temps de l'auteur a pu être une tendance de sa langue poétique, peut plus tard disparaître. Des tendances immanentes peuvent ressortir d'une manière neuve de ce qui a été formé. Ce qui avait une résonance jeune peut paraître plus tard démodé, ce qui était courant peut sembler archaïque. Remarque qui ne saurait nous surprendre seulement, et Benjamin prévient tout aussitôt l'objection. Ces changements ne résultent pas du changement corrélatif de notre perception, mais de la vie intime de l'œuvre et de sa langue. L'œuvre se modifie en elle-même, et c'est cette modification qui entraîne la modification de notre perception. Ici, il faut prêter attention au verbe employé par Benjamin dans sa phrase « ceux qui étaient jeunes », et que nous avons traduit avec Candiac par paraître, car Benjamin dit klingen, raisonner, paraître est périlleux, car cela subjectivise précisément la mutation analysée, la renvoie aux fluctuations de notre subjectivité. En
vérité, l'œuvre elle-même, dans sa vie continuée, change d'apparence, nous découvre comme archaïque ce qui était neuf au temps de son surgissement. Non seulement attribuer cette mutation à la subjectivité des lecteurs serait confondre, dit Benjamin, le fond et l'essence d'une chose, mais ce serait nier un des processus historiques les plus puissants et les plus féconds. Redisons-le, ce processus historique est celui de la vie des œuvres, comme l'une des manifestations pour nous les plus connaissables de la vie en général. On pourrait dire que pour Benjamin, le domaine des œuvres est l'un des domaines privilégiés qui nous donne accès à ce qu'est la vie et l'histoire. Mais l'historicité des œuvres et des langues n'a rien à voir avec le fait que celles-ci sont prises dans le mouvement plus général de ce qu'on appelle l'histoire. Dans une lettre de 1923 à Florence Christian Rang, Benjamin écrit « La réflexion qui en effet m'occupe porte sur le rapport des œuvres d'art à la vie historique. Je tiens désormais pour acquis qu'il n'y a pas d'histoire de l'art. Si l'enchaînement des événements dans le temps pour l'expérience humaine, par exemple, ne véhicule pas l'essentiel sous la seule forme de la causalité, il n'y aurait pourtant pas de vie du tout sans cette forme d'enchaînement dans la croissance, la maturité, la mort et autres semblables catégories. Il en va autrement pour l'œuvre d'art. Du point de vue de ce qui est essentiel en elle, elle est anhistorique. Insérer l'œuvre d'art dans la trame de la vie historique n'ouvre aucune perspective sur sa nature la plus profonde. D'ordinaire, dans les recherches d'histoire de l'art, on ne débouche jamais que sur une histoire du contenu ou une histoire de la forme, à quoi les œuvres d'art ne fournissent que des exemples, des modèles en quelque sorte. Une histoire des œuvres elles-mêmes n'est aucunement prise en compte. Elles n'ont rien qui les noue les unes aux autres, tout à la fois sous mode extensif et à titre essentiel. Le lien essentiel des œuvres d'art entre elles reste de mode intensif. Il n'est pas question pour nous de commenter cette lettre, écrite dans la foulée de la rédaction de l'origine du drame baroque allemand. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là une intuition fondamentale, étrangère à l'esthétique, que ce soit une esthétique de la création ou de la réception. L'œuvre se déploie dans sa propre histoire et sa propre temporalité qui n'ont pas grand-chose à voir avec le temps historique des historiens. Le temps intensif de l'œuvre n'est pas le temps extensif de l'histoire. Mais même si l'on persistait à affirmer que l'œuvre acquiert sa figure définitive une fois que l'écrivain l'a achevée, et que donc ces mutations ne sont que des mutations de notre mode de réception, cela, dit Benjamin, ne sauverait pas la théorie de la traduction-copie. Car, de même que la tonalité et la signification des grandes œuvres littéraires se modifient totalement avec les siècles, la langue maternelle du traducteur se modifie elle aussi. Cela signifie immédiatement que la traduction, comme texte, est elle-même prise dans l'historicité de la langue. La visée de ressemblance est donc doublement vaine, puisque la copie recherchée n'est pas plus fixe et stable que son modèle. Vouloir saisir la vérité de la traduction dans une telle entreprise est aussi insensé que vouloir saisir la vérité de la connaissance dans la reproduction passive du réel, car dans les deux cas, tous les points fixes nécessaires à une telle entreprise manquent. Muable est le réel, muable aussi le sujet connaissant. Cependant, l'essentiel n'est pas là, mais dans ce qu'énonce Benjamin immédiatement après. Oui, tandis que la parole du poète perdure dans la sienne, la plus grande des traductions est vouée à s'effacer dans la croissance de sa langue, à sombrer dans cette langue